Tu es déjà allé à Disney, hein? Que faire avec les X-Men? Quelle tonalité politique et sociale l'équipe mutante doit-elle avoir dans la nouvelle saga de Marvel? Après le générique, on parle de cette tête de bras. Reste avec nous. Bonjour société de consommation pop. Nous sommes de retour pour parler des X-Men et développer le scénario. Dans le développement de l'histoire et dans le développement du ton. Du ton que cette nouvelle franchise va avoir. Donc il y a eu cette rumeur un peu sans auteur, sans rien, un peu lancée comme ça, disant qu'il y aurait une impasse interne, un bras de fer, que le jeune Kevin Feige voulait que les X-Men soient mis plus clairement politisés, que la métaphore aborde des questions sociales, des questions politiques, que les X-Men discutent de préjugés, de discrimination, de racisme, ségrégation. Et d'un autre côté, Bob Iger, président-directeur général de Disney, serait dans l'attitude du laissons tomber. Il serait comme ça, calme-toi, ralentis, freine, parce que la situation là-bas n'est pas bonne. La situation là-bas est complexe. Alors attendons un peu, n'abordons pas ce sujet. On va juste raconter l'histoire de super-héros. Et là, il y a plein de gens qui discutent comme si ce truc avait une raison d'être, une fonction quelconque. De vraie actualité, mais beaucoup. Ça me semble quelque chose de très à nous, tu sais. Très dichotomique, très noir ou blanc. Très clairement comme ça. Manichéen, ou c'est ça, et là les deux veulent une chose, tu sais ce que ça donne l'impression? Quand cette histoire est sortie que Disney et Sony voulaient... Disney voulait un film urbain, Sony voulait un film multiversel, et ils ne s'entendaient pas. Et on a passé un bon moment à discuter de ce truc. Mais à la fin, Disney voulait aussi un film multiversel, parce que le film Spider-Man s'est retrouvé entre Doomsday et Guerre secrète, et doit aborder la saga du multivers. Donc en fait, il n'y avait pas de discussion. Il n'y avait pas ce bras de fer. Ça pouvait même exister d'une manière subtile, avec quelques influences ici et là. Mais ce n'était pas quelque chose de clair, du genre « ça sera comme ça » ou « ça ne sera pas comme ça ». Toute cette petite histoire autour des X-Men, je pense que c'est un peu ça qui se passe. Un truc fait exprès pour créer de la division, pour créer de la discussion, pour créer de la polémique, pour générer des clics, de l'engagement, qui est la monnaie d'échange ici sur les réseaux sociaux. Donc inventer qu'il faut choisir un camp. Alors, c'est quoi ton camp? Il n'y a pas de camp. Bob Iger et Kevin Feige veulent la même chose, de l'argent. Le seul camp, c'est l'argent. Et je pense que je vais donner mon avis. Les X-Men, par ce qu'ils sont, vont aborder ces sujets. Il est inévitable que les X-Men soient traités comme des métaphores pour le préjugé. La discrimination, la ségrégation, comme ça l'a toujours été depuis les années 60. C'est devenu plus politique au fil des années, quand Stan Lee a créé les X-Men. Stan Lee n'était pas un homme politisé. Ce n'était pas un activiste. Il ne participait pas aux manifestations contre la guerre du Vietnam ou pour les droits civiques. Il n'était pas quelqu'un d'impliqué en politique, mais il était quelqu'un d'attentif. C'était quelqu'un qui comprenait ce qui se passait dans le monde. Il arrivait à percevoir les changements, les vents du changement qui soufflaient. Et il utilisait cela dans son travail, il canalisait cela dans ses personnages. Il savait absorber l'éthos du moment et dire non. C'est ça que la jeunesse pense aujourd'hui. Je vais le mettre dans mes personnages. Il marchandisait le... Stan Lee a capturé l'atmosphère de son époque et l'a utilisé dans Iron Man, les X-Men et d'autres personnages comme la Panthère Noire. Éviter que les X-Men soient une métaphore est impossible, même dans les années 2000. C'était une période antérieure à ce qu'on appelle la guerre culturelle. Aujourd'hui, cela passerait inaperçu. Bryan Singer lui-même a aussi apporté cela à ses X-Men, cette métaphore pour l'homosexualité, cette métaphore politique. Il a lui-même donné plusieurs interviews, même pour donner un ton plus sérieux. Pour les X-Men, il disait non. Le professeur Xavier et Magneto, Martin Luther King et Malcolm X, ils ont cette dualité qui n'a jamais été intentionnelle. Ce que Stan Lee voulait faire. Avec le temps, cela a pris ce poids à mesure que la société devenait plus mature, et les bandes dessinées devenaient aussi plus sérieuses.
Mais ce n'était pas prévu initialement. C'était quelque chose qui a été saisi au vol. Bryan Singer a amené une discussion sur la science et l'éthique scientifique dans X-Men. Il voulait faire de la science-fiction, pas un film de bande dessinée. Il y a toujours eu cette dimension. Pour connaître le ton actuel des X-Men, regarde X-Men 97. Regarde les scénarios de X-Men 97 et comment chaque épisode aborde un sujet particulier. Il y a un lien avec quelque chose de réel, avec quelque chose qui arrive vraiment aux minorités. Cela sera sans aucun doute utilisé dans le film, il est impossible que ça ne le soit pas. Toute cette histoire, non. Mais Disney est en train de se retirer de la guerre culturelle, c'est vrai. Bob Iger l'a dit ouvertement dans une interview. Mais ce qu'il veut dire, c'est que Disney va rester en dehors des prises de position politiques, en tant qu'entreprise, en tant que conglomérat de communication, qui a un public large et de divers horizons politiques, et qui veut plaire à tout le monde. Pourquoi ? Pour l'argent, donc que Disney prenne position dans une polémique comme celle de DeSantis avec le Don't Say Gay, Bob Iger estime que c'est une posture inutile pour l'entreprise parce qu'ils font du divertissement. Ils ne font pas de politique. Ils ne sont pas là pour enseigner à qui que ce soit. C'est même une forme d'hypocrisie parce qu'au final, Disney veut juste cet argent qui circule. Je ne crois pas qu'il y aura un retour en arrière dans le ton et le langage des films, à cause de cela. Disney ne reviendra pas sur ses pas pour devenir soudainement une entreprise réactionnaire. Elle va continuer avec ses mêmes positions, avec ses mêmes directives. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est déjà plus ou moins établi dans les syndicats. Et tout ça, cette histoire. La diversité, d'avoir un certain pourcentage, un coefficient de minorité sous-représenté dans l'équipe, dans le casting. Tout ça, c'est devenu une sorte de checklist. Ce n'est pas quelqu'un qui veut juste faire un truc fou. Ce n'est pas une folie. C'est quelque chose qui se passe, qui est réel. Il faut ouvrir les yeux et voir ce qui se passe. Donc toute cette histoire de dire « Ah, si Bob Iger donne des ordres, puisqu'il commande Kevin Feige, les X-Men ne vont pas commencer à politiser les questions. Ils ne vont pas faire la morale avec ces sujets. Ça n'arrivera pas. » Je pense que la tendance est d'utiliser un langage un peu plus subtil. Pas aussi explicite qu'il y a 5 ou 10 ans. C'était le sommet de cette approche. Voilà. C'est mon avis sur cette soi-disant polémique que je pense être complètement fabriquée pour justement générer ce malaise en ligne qu'on voit. Il y a beaucoup de gens qui commentent. Et je dois dire ici, prendre position aussi. Les gens croient que les gars ont vraiment fait un débat en direct, comme si c'était réel, et qu'ils se sont querellés sur ce sujet. Et il n'y a pas... tu vois, je pense que Kevin Feige et Bob Iger sont bien plus en phase qu'en désaccord. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je reviens bientôt avec plus de sujets sur la culture pop après le générique. Des options vont apparaître pour que vous puissiez cliquer et rester un peu plus. A bientôt, salut. Sous-titres, Adriana Zanotto.